Boshra Manahi est chercheuse et chargée de cours, diplômée en études urbaines de l'INRS, UCS. Sa thèse de doctorat porte sur la spatialisation des Maghrébins à Montréal et sur la mise en visibilité de cette ethnicité dans l'espace urbain montréalais. Ses intérêts de recherche portent sur l'ethnicité, l'immigration et sur la cohabitation dans l'espace de la ville. Elle entame une recherche postdoctorale sur les trajectoires sociales de rupture considérées comme de la radicalisation, et ce, au Québec, en France et en Tunisie. Militante et citoyenne engagée, elle est aussi cofondatrice de l'entreprise sociale Espace Nodal. Je vais laisser justement, je vais... Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok. Je peux pousser ça? Ok, c'est bon. Je sais pas si... Est-ce que ça suffit comme ça ou... Ok, parfait. Alors, bon matin à tous. Merci d'avoir réussi à venir ici malgré le parcours du combattant que ça pouvait être ce matin. À mon tour, je vais remercier les organisateurs pour cette initiative et pour cette invitation. Je vais également remercier Sonia d'avoir un peu planté le décor de la réalité des femmes juives dont on peut reconnaître certaines problématiques vécues par les femmes musulmanes. Comme à chaque fois qu'on me demande de parler, je pense qu'il est très important aussi d'évoquer la situation, enfin, ou en tout cas d'évoquer sa situation ou son point de vue, le point de vue à partir duquel on parle. Donc j'ai effectivement accepté cette invitation où on m'a demandé de parler de la place et du rôle de la femme musulmane dans la promotion du vivre ensemble en contexte migratoire. Rien que ça. Donc, j'ai évidemment, pour répondre à cette question, un background et des réflexions en termes de sociologie urbaine et tout un parcours de militantes féministes, notamment au sein de certaines organisations musulmanes. Je n'irai pas, comme l'a fait Sonia, dans la théologie. Je ne suis pas théologue. J'ai un parcours très différent, mais j'ai essayé ce matin, en bonne chercheur, de répondre à la question en me posant une question. Et donc je me suis demandé comment un acteur comme la femme musulmane pouvait être un agent de promotion du vivre ensemble lorsqu'elle se trouve elle-même sous les projecteurs politiques et médiatiques et lorsqu'elle devient, et là je dis ça en provoquant ce matin, un ennemi public numéro 1. Donc, vous comprendrez que je provoque, mais l'idée de l'image, c'est un peu pour nous inciter à réfléchir ce paradoxe qui est vécu en fait par cet acteur-là. Donc, j'ai voulu me demander dans cette présentation comment cet ennemi public, et je dis bien, je mets tout ça entre guillemets, peut renverser la dynamique et devenir elle-même une actrice de changement. Alors, pourquoi d'abord je pense que la femme musulmane est devenue une sorte d'ennemi public numéro 1 ? Quand je parle ici des femmes musulmanes et quand je vais parler des femmes musulmanes, je ne parle pas précisément des femmes qui sont accoutrées comme moi ou qui ont les cheveux au vent. Je parle bien plus de celles qui marquent leur islamité par le port d'un vêtement spécifique. Bandeau, hijab, jelbeb, niqab, allons-y, il y a toute une panoplie. Mais donc, je parle essentiellement de celles qui se mettent en visibilité. Je parle aussi de celles qui ont un vécu donc, de femmes musulmanes qui est fait, qu'on se le dise, de stigmatisation, de discrimination, de regards scrutateurs, et ce, dans la plupart des espaces publics ou dans le rapport aux institutions, et d'actes pouvant aller jusqu'à une certaine violence tablée, ou enfin qui se base sur une certaine xénophobie, du racisme. En somme, c'est ce qu'on peut appeler l'islamophobie au sens de racisme anti-musulman. Je parle aussi, dans une certaine mesure, des femmes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs problématiques sociales ou de plusieurs, justement, situations. Elles sont dans, peut-être, pas toujours, mais à l'intersection de la condition de migrante ou de minorité, dans une position parfois de déclassification sociale par rapport à une trajectoire d'un pays à un autre,
à ces situations, auxquelles se surajoute une visibilité religieuse. Je pense que la femme musulmane est, entre guillemets, sur la sellette depuis plusieurs décennies déjà. Il est parfois facile de se rapprocher de l'actualité, de baser notre compréhension sur l'actualité et sur ce qui se passe, mais je crois qu'il faut avoir une certaine lecture historicisée, comme d'ailleurs vient de nous le proposer Sonia, et donc avoir cette lecture de comment la femme musulmane a pu devenir un acteur à surveiller, à vérifier, à checker. Ça ne date pas d'hier, malheureusement. Tout comme, d'ailleurs, la situation des femmes en général n'est pas une situation... est souvent une situation de lutte et non pas une situation d'égalité permanente ou acquise. Donc, j'ancre la situation des femmes musulmanes dans une condition de femmes en général, et d'immigrantes notamment. Donc l'idée d'évoquer cette position délicate, je tiens à la mentionner parce qu'elle peut pousser un grand nombre de femmes à une sorte de repli. Et quand je parle de repli, je ne souhaite pas ici parler d'une posture de victimisation. Beaucoup évoquent la victimisation dès lors que les femmes parlent de leur situation ou de leurs problématiques, de leurs problèmes, des enjeux et des défis auxquels elles sont opposées. Je crois qu'il est important de poser la posture de victime, mais il faut aussi agir à partir de cette étape-là. Donc, en fait, dans le fond, je me suis demandé, est-ce que c'était si problématique que des citoyennes qui peuvent être victimes de certaines questions, notamment quand il s'agit de violences physiques ou verbales, pourquoi elles ne pourraient pas parler d'elles-mêmes comme des victimes? Donc c'est un premier pas, c'est une première étape vers une conscience de soi comme, je pense, agente de résistance et de changement social. Alors ça a l'air d'être des gros mots, mais moi j'y crois. Donc, selon moi, reconnaître une certaine forme d'islamophobie, encore une fois, parce que je pense qu'il y a une déconsidération de ce terme-là et un manque de compréhension de ce terme-là, reconnaître l'islamophobie au sens du racisme anti-musulman est donc une étape sine qua non pour que les femmes ne s'astreignent pas à un régime citoyen plus maigre. Je vous dirai ce que j'entends par là si vous voulez plus tard. Alors, est-ce qu'il est possible de renverser une tendance qui a l'air si lourde, qui a l'air d'habiter l'actualité, qui a l'air de nous vouer à une impuissance en tant que citoyens assez déconcertante, je dirais. Comment combattre sur des fronts différents cette attitude qui peut les épuiser, tant elles sont des agents, entre guillemets, mais seulement sous les projecteurs? Alors, en contexte migratoire ou de pluralité où l'islamité est minoritaire, quels sont les chantiers sur lesquels des femmes musulmanes qui vivent ce paradoxe-là peuvent travailler? Je n'aime pas et je n'aime plus parler d'exclusion ou d'instrumentalisation sans évoquer les formes de résistance qui peuvent s'opérer. Parce que je pense que là où il y a simplification, exclusion, racisme, injustice, il ne peut qu'y avoir résistance, guérison, renforcement et construction de nouvelles voies avec un X. Je vois donc des formes de solidarité, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder les formes d'exclusion et on pourrait s'y attarder très très longuement, mais je crois qu'une sorte d'équilibre entre tout ça nécessiterait de regarder les formes de solidarité qui s'établissent, que ce soit entre femmes musulmanes elles-mêmes, entre organisations, avec des institutions, dans une volonté d'inscrire les réalités musulmanes, comme le disait Sonia, entre musulmanes, mais aussi entre musulmanes et non musulmanes, notamment dans des dialogues qui existent localement dans différentes institutions. Alors, quels sont les chantiers que le vivre ensemble nous impose? Évidemment, l'idée de vivre ensemble a l'air d'être comprise par tous. Et le travail de sociologue, je pense, est d'aller voir ce qui a l'air d'être compris par tous, mais qui n'a pas l'air si clair au final. Parce que vivre ensemble, c'est une thématique ou un slogan que nous utilisons, je pense, tous, mais où le questionnement de ce que c'est ou ce que ça implique n'est pas ou très peu défini dans le fond.
Ce qui me gêne un peu dans l'injonction autour du vivre ensemble, c'est qu'on ne sait jamais trop ce que ça veut dire, ni ce que cela implique. Donc, est-ce que ça comprend une sorte de mode d'emploi pour être en société? Est-ce que c'est plutôt une fin, donc un objectif de vivre ensemble, et donc un objectif à atteindre? Je dirais que ce qui me gêne dans le slogan vivre ensemble, c'est qu'on ne dit pas si c'est être ensemble et être égaux, si c'est être ensemble et interagir seulement, ou si c'est être ensemble et échanger, et comprendre que échanger, ça peut aller jusqu'à des situations d'altération, quelque part, et que la rencontre de l'autre nécessite peut-être des actualisations, des confrontations, du conflit parfois même, bref, du changement. En tout cas, si je prends l'exemple des femmes musulmanes, comme public enemy, il faut croire qu'elles ont saisi la nécessité de faire ensemble, de parler, de s'organiser entre elles, mais aussi pour les autres femmes, pour parler de leur narration, en fait, si vous voulez, de leur réalité, mais aussi, je pense, un élément très important pour les générations subséquentes, pour qui le contexte est d'autant plus complexe, en fait. Quand je parle de générations subséquentes, je parle de ce qu'on appelle communément les deuxièmes générations, les troisièmes générations. Mais ce qui me gêne avec les deuxièmes, les troisièmes, c'est jusqu'où on va compter, en fait. Donc les femmes musulmanes en contexte migratoire ont saisi certaines controverses publiques. Quand je parle de controverses publiques, on peut évoquer les accommodements, la charte, etc. Donc ces épisodes qui ont l'air d'être des événements ou des espaces-temps d'échange, de débat social. Donc c'est ce que j'appelle en fait les controverses. Donc j'estime et je trouve que les femmes musulmanes en contexte migratoire ont saisi ces controverses publiques qui ont pu les construire comme l'autre, comme l'altérité à regarder, à checker encore une fois, ou comme l'ennemi si vous voulez. Et elles les ont détournées pour devenir, donc, comme je le disais, elles-mêmes des actrices de leur devenir et de celui des minorités auxquelles elles se sentent appartenir. Donc j'en prends pour témoin les organisations créées, notamment, mais pas seulement, à l'initiative de femmes musulmanes, après par exemple l'épisode de la charte des valeurs québécoises, qui s'est présenté selon moi comme un des malheureux moments, qui a été détracteur, je pense, et là on peut en parler après si vous voulez, mais qui a été détracteur d'une cohabitation sociale, voire même d'une cohésion sociale, parce qu'il y a eu une fracture consommée et nous sommes encore aujourd'hui en train de lire les conséquences de ce débat, ou de consommer si vous voulez. Alors, ces organisations que j'évoque destinent leurs activités aux droits des femmes musulmanes, par exemple, à la dénonciation des situations d'attaque personnelle ou de situations d'agression physique et verbale, à la création d'espaces de renforcement de soi et d'échange, ce qu'évoquait Sonia à l'instant. Et ces espaces-là, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'ils sont nécessaires pour que les femmes musulmanes entrent en dialogue avec la société, si on peut parler aussi schématiquement, mais il se surajoute aussi à des organisations qui travaillent déjà, comme le disait Sonia, sur des problématiques internes de violences familiales, comprenant tous les types de violences, de difficultés d'insertion économique, etc., etc. Donc, ce qu'il faut saisir, c'est les couches qu'il est important de voir, dans le fond, pour cet acteur social qui doit lutter vraiment sur des fronts très, très différents, très nombreux, simultanés, complémentaires, etc. etc. Donc, ces espaces d'entre-soi semblent, selon moi, une réponse nécessaire. Donc, si les victimes actrices, parce que je pense qu'il faut voir un peu le duo, ont besoin de se parler entre elles, il faut bien créer des espaces pour ainsi faire. Alors parmi ces structures, je pense à des organisations comme la Collective des féministes musulmanes du Québec, à une organisation qui s'appelle Parole de femmes, à La Voix des femmes, à Justice Femmes. Les 4 que j'évoque là seulement ont été créés soit pile avant, soit pendant ou après la charte.
Mais je n'oublie pas non plus les organisations, comme je pense à l'organisation CORE, qui préexistaient à cet épisode et à cette controverse, et qui continuent justement à faire encore beaucoup de travail, de déconstruction, de démystification, et qui, eux, justement, adaptent leurs actions, leurs réponses à l'actualité. Alors, l'idée aussi que je souhaitais transmettre ici, c'est que l'actualité faisant que cet acteur est justement sous les projecteurs, ça implique une organisation sur 2 fronts. Il y a la réaction, il y a le travail de réaction qui est nécessaire malheureusement, mais il y a aussi tout un travail d'anticipation. Et je souhaitais juste peut-être ajouter un élément là-dessus, c'est que le travail d'anticipation des problématiques ou le travail de prévision des chantiers qui concernent les femmes musulmanes peut être altéré justement par la nécessité de répondre à l'actualité. Et donc là se trouve une sorte là c'est un peu plus qu'un paradoxe, là se trouve une sorte de conflit sur quelle temporalité travailler. Est-ce qu'on travaille en réaction ou est-ce qu'on travaille en anticipation? Et là, selon les types d'organisations, certaines ont fait le choix d'être plutôt en réaction et d'autres plutôt en travail un peu en vase clos sur des problématiques qui concernent seulement les femmes musulmanes pour ne pas que leur message, pour ne pas que leur travail et leurs actions soient tout le temps déterminés par les médias, par tel ou tel événement qui arrive dans tel ou tel pays dans le monde. Mais donc, l'idée de temporalité de l'organisation est assez importante. Alors, ce travail de renforcement des identités citoyennes doit s'accompagner de connexions et d'interactions avec les institutions de la société. Je note par exemple l'importance des liens qui ont été établis par certaines organisations donc de femmes musulmanes, notamment Justice Femmes, avec des institutions comme la Commission des droits de la personne, par exemple, et de la jeunesse. Mais d'autres encore. Là, je note quelques exemples pour vous les donner, puis parce que je sais... 2 minutes, OK. C'est ça, parce que le temps file. Mais je peux développer certains des éléments, si vous voulez, dans les questions. Alors, les chantiers qui reposent sur les femmes musulmanes ou les défis, j'ai préféré parler de chantier plutôt que défi parce que chantier implique un mode d'emploi, ça implique une organisation, ça implique un plan d'action à suivre et je pense qu'il est important de penser en termes d'action. Donc ces chantiers qui reposent sur les femmes musulmanes en ce moment consistent en des actions qui peuvent être très contradictoires, comme je vous le disais. Il s'agit de se protéger, de transmettre à leurs enfants quand elles en ont, et donc de transmettre aussi à leurs enfants un sentiment d'appartenance à une société qu'elles tentent elles-mêmes de comprendre et qu'elles tentent elles-mêmes de pratiquer. Et donc il s'agit là à chaque fois de comprendre le jeu d'équilibriste qui s'offre à elles et qui s'offre, je le sais bien, à toutes les femmes immigrantes, par exemple, ou à des femmes qui vivent certaines questions sociales. Avec les récents débats sur la radicalisation, il devient difficile pour cet acteur social de ne pas se saisir de cette réalité qui peut toucher leurs enfants, d'une part, mais qui peut aussi stigmatiser leurs enfants. Donc il peut y avoir une problématique directe, mais il peut y avoir aussi les contre-coups de cette problématique. Et je dirais peut-être juste pour terminer que la visibilité des femmes musulmanes, en l'occurrence, est selon moi garante de leur intérêt à s'inscrire dans la société. Si les femmes musulmanes du Québec, dans leur diversité, sont visibles dans la sphère publique, comprenant tous les espaces, qu'ils soient médiatiques, symboliques, publics, c'est bien pour dépasser une injonction à l'invisibilité, comme ont pu le faire d'autres pays que je connais bien, comme la France. Les femmes musulmanes du Québec ont beaucoup de défis, mais le changement de la narration sur leur vie et sur leur parcours, je crois qu'elles s'en saisissent et je crois qu'elles s'en emparent. Et je pense qu'il y a un facteur qui s'appelle le temps, qu'il faut considérer, car le contexte en ce moment les réduit beaucoup trop à autre chose que leur citoyenneté. Et je vais m'arrêter là.